Voilà, donc j'ai piloté avec Riva Gerchanok et Noam Ambrorouzi le programme santé. Alors j'ai une dizaine de minutes pour vous le présenter, donc autant vous dire que je ne serai pas exhaustif, mais on reviendra au cours de la soirée sur des points précis. Je sais que la santé génère toujours des débats très intenses, pour une raison simple, c'est que quand vous sondez les Français, et Dieu sait qu'on les sonde, pour savoir leurs principales préoccupations et leurs priorités, eh bien finalement, la santé arrive toujours dans les deux premières préoccupations. Ça, c'est la première chose, après l'emploi ou avant l'emploi, ça dépend. Et d'autre part, il y a une sensibilité, je dirais, sociale assez particulière alors peut-être pas à la santé, mais aux soins. C'est parce que quand vous demandez aux Français, et aux Français, quelles sont les inégalités qui sont, selon eux, les plus intolérables, parmi toutes les inégalités de logement, de revenus, d'accès à l'éducation, etc., eh bien les inégalités d'accès aux soins sont jugées les moins tolérables, les plus scandaleuses. Donc je dirais il y a une sensibilité du corps électoral aux questions de santé. Alors avec un paradoxe qui pendant très longtemps était le suivant, que pour les électeurs, la santé, ça compte énormément, mais jusqu'aux élections de 2017, au présidentiel, on n'a jamais beaucoup parlé de santé dans les élections. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant à interroger, hein, un décalage, je dirais, entre les attentes des électeurs et des électrices, et d'autre part, je dirais, des discours politiques assez pauvres. Alors on doit, me semble-t-il, quand même à Jean-Luc Mélenchon, au cours de la campagne présidentielle, et à la France Insoumise, justement d'avoir posé et porté les questions de santé au cœur du débat. Alors, on a été un peu aidé par François Fillon, première version, en novembre, avec ses propositions de privatisation de la sécurité sociale, et puis aussi, peut-être vous l'avez vu, parce que, bon, je fais un peu sa publicité, puisque j'ai contribué au film, le film de Gilles Perret, La Sociale, qui a donc... Il y a quelque chose qui a pris dans cette campagne des présidentielles et aussi des législatives autour de la santé. Donc pour la première fois, on parle de santé, je m'en réjouis. Alors, rapidement, quels étaient les axes du programme santé? Qu'est-ce qui a orienté notre travail? Alors, autant vous dire qu'un livret, je sais que je préfère déminer le terrain tout de suite, un livret, c'est 19 000 signes, donc on ne peut pas parler de tout. Hein, donc, si vous avez évidemment des questions à poser supplémentaires sur les médecines alternatives, je sais que ça va arriver, parce que ça vient toujours. Par exemple, on n'en a pas traité, mais effectivement, on ne peut pas traiter de tout. Alors, d'abord, quand même, j'ai envie de dire qu'il y a un livret santé, mais en fait, quand on parle de santé, c'est tout le programme L'Avenir en commun qui concourt à l'amélioration de la santé. Hein, je rappelle quand même, retenez ça, c'est que 80% des déterminants de la santé sont non médicaux. Alors c'est un peu que, quand on parle de ça, c'est assez étonnant, parce que quand on parle de santé, de débat, quand il y a des débats politiques sur la santé, en France, on pense tout de suite à la Sécu, on pense tout de suite aux hôpitaux, on pense tout de suite finalement aux médecins généralistes, aux médicaments, etc. Mais ça n'est que 20% des facteurs qui contribuent à la santé. Bon. Et donc le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est la qualité de l'environnement, c'est l'accès au logement, c'est les conditions de travail, c'est l'accès à l'éducation, c'est même la réduction des inégalités sociales et économiques. On sait, il y a un grand épidémiologiste britannique qui s'appelle Richard Wilkinson qui a montré que plus une société est égalitaire du point de vue des richesses, de la distribution des richesses, meilleure est sa santé. Et non seulement sa santé moyenne, mais aussi la santé des plus riches. C'est-à-dire que les plus riches ont intérêt à redistribuer économiquement les richesses, parce que comme ça, ils vivront plus vieux, il faut leur dire. Hein, c'est leur intérêt bien compris de contribuer à redistribuer leurs richesses. Donc on va les imposer plus pour leur santé. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Bon, ils n'ont pas encore vraiment percuté, mais je pense que ça va arriver. Voilà. Donc effectivement, 80% des déterminants sociaux de la santé sont non médicaux. Donc en un sens, à peu près tout le programme L'Avenir en commun va concourir à l'amélioration de la santé de la population. Alors évidemment, nous, on a mis l'accent sur, par exemple, la prévention primaire. C'est-à-dire, moins peut-être sur la prévention, alors qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire les dépistages, par exemple médicalisés, etc. Bon, c'est utile, les dépistages. Mais la prévention primaire, c'est une action sur les environnements de vie des gens.
C'est-à-dire, ce qui compte, c'est d'abord une action sur les environnements de vie. Alors vous avez évidemment compris que la transition écologique, qui est au cœur du programme L'Avenir en commun, est le gros morceau de la politique de santé telle qu'elle est voulue par la France insoumise. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, démédicaliser les questions de santé. Retirer le monopole des questions de santé à la profession médicale. J'ai rien contre les médecins. J'aime bien la profession médicale, mais il n'est pas normal que pendant, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les médecins se sont arrogés le monopole de dire ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Voilà. Donc démédicaliser la santé, on verra, c'est aussi contribuer à la redémocratiser. Alors le deuxième point, c'est évidemment un système d'accès aux soins, et là je ne parle que de soins, donc vous comprendrez que pour nous c'est un peu secondaire, pour être un peu provocateur par rapport aux 80% déterminants sociaux de la santé, un système d'accès aux soins égalitaire et solidaire. Bon, alors vous connaissez le cœur, et je dirais que c'est la mère de toutes les réformes du système de santé, c'est le 100% sécu. Alors vous avez, effectivement, c'est une mesure qui a été au cœur du discours de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Alors, juste une petite remarque, c'est que quand la France insoumise propose le 100% sécu, elle est taxée d'être utopique, irréaliste, irresponsable, évidemment, budgétairement, dirait François Langlais. Bon, donc, s'il ne tombe pas à la renverse. Bon. Alors, c'est assez étrange, parce que quand c'est monsieur Martin Hirsch et mon copain Didier Tabuteau qui reprennent la proposition et en font une tribune dans le Monde, là, ça devient totalement faisable. C'est étonnant. Bon. Donc, on a été précurseur sur le 100% sécu. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a réussi à imposer l'idée que ça serait peut-être bien pour le système de santé de se débarrasser des fameuses complémentaires santé. Voilà. Les mutuelles, les institutions de prévoyance, les assureurs, dont je rappelle, et je n'aurai pas le temps de faire la démonstration ici, que c'est un marché profondément opaque. S'il y a bien un marché où le consommateur n'est pas souverain, c'est le marché de la mutuelle. Bon. C'est un marché inefficient, qui coûte très cher. 6% de coût de gestion pour la Sécu, 25% de coût de gestion pour les mutuelles. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 euro de prime ou de cotisation à une mutuelle, il y a une évaporation de 20 à 25%. Quand vous donnez 1 euro de cotisation sociale à la Sécu, eh bien, il n'y en a que 6% qui partent dans les frais de gestion. Donc celui qui me dira que c'est plus économique de transférer ou de privatiser la Sécu, comme M. Fillon l'a proposé, de transférer de la Sécu vers les complémentaires santé, ça va rendre le système plus économique ou plus efficient, j'ai quand même du mal à le croire. Donc c'est moins efficient, c'est évidemment très inégalitaire. Bon. Donc, il n'y a aucune raison objective pour garder les complémentaires santé. Et donc, en plus, ça simplifierait les droits. Donc, 100% sécu, on l'a budgété, on a fait des calculs, tout ça est hautement réaliste. Il n'y a aucun problème financier, même humain, à la réalisation de cette ambition, je dirais, de renouer avec l'ambition de 1945. On a insisté aussi sur un plan zéro déserts médicaux. On va parler de l'hôpital tout à l'heure. Il me semble quand même qu'une partie de la résolution de la crise de l'hôpital passe par la réorganisation de la médecine de proximité, de la médecine de ville. Parce que c'est la désorganisation de la médecine de ville, de la médecine dite ambulatoire, qui fait par exemple que on retrouve de plus en plus de gens aux urgences. D'accord ? Les gens ne se précipitent pas parce qu'ils ont des bobos, machin, etc. Et puis ils vont aux urgences, c'est tout simplement parce qu'ils ne trouvent plus à se soigner en médecine de ville. Pour des raisons soit financières, avec la banalisation des dépassements d'honoraires, ou pour des raisons géographiques, c'est les fameux déserts médicaux. Donc nous avons un plan zéro déserts médicaux dont le cœur, il y a 2 principales mesures, retenez-les. D'abord la création de 2000 centres de santé sur tout le territoire, pour mailler le territoire. Un centre de santé à ne pas confondre avec maison de santé, parce que dans les maisons de santé, ce sont des professionnels libéraux qui exercent, payés à l'acte, tandis que dans nos centres de santé, ce seront donc des médecins fonctionnaires ou des médecins salariés. Donc organisés sous forme de société civile d'intérêt collectif, société coopérative d'intérêt collectif, qui à mon avis est l'avenir des services publics rénovés. Bon. Et puis donc ces centres de santé et la création d'un corps de médecins fonctionnaires. Alors
C'est quoi ce corps de médecins fonctionnaires? On propose aux jeunes, pendant leurs études de médecine, d'être payés 1 700 € par mois. Et en contrepartie, ils s'engagent pendant 10 ans à intégrer ce corps de médecins fonctionnaires. Alors, pour la petite anecdote, évidemment, le quotidien du médecin, alors je fais attention à ce que je dis, parce que quand vous parlez des médecins libéraux, vous vous faites vite insulter. Hein. Donc je ne sais pas si ça va être sur Internet, donc je fais attention à ce que je dis, ayant eu à subir leur foudre. Mais j'ai envie de dire que le quotidien du médecin, c'est un peu la pravda de la médecine libérale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'organe officiel de la médecine libérale. Et donc, quand ils ont vu sortir notre proposition de créer un corps de médecins fonctionnaires, ils ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils osent faire encore des fous, hein, et la soviétisation de la médecine. On va faire un sondage. Super, auprès des médecins pour voir s'ils sont d'accord. Il y a encore 10 ans, vous auriez proposé ça, vous auriez eu une levée de bouclier. Là, dans le sondage, c'était en 3 tiers, les réponses. Alors, un tiers résolument contre. Bon, ça, je dirais la tradition historique hein, de la médecine libérale. Un tiers qui se tape. C'est pas une mauvaise idée, mais il faut y réfléchir. Et un tiers qui est d'accord. Bah bingo, il nous faut un tiers. Donc, aucun problème pour créer ce corps de médecins fonctionnaires. Ensuite, je n'ai pas le temps de développer plus avant, restaurer le service public hospitalier, hein, qui a été cassé depuis, à mon avis, depuis longtemps, hein, si on veut, mais au moins, je pense que la grande rupture pour l'hôpital public, ça a été l'introduction de la tarification à l'activité. Ça, c'est le premier étage de la fusée, hein, la fameuse T2A, qui, en gros, a transformé l'hôpital en usine et en entreprise. Pour faire court, hein, bon, c'est-à-dire il faut faire de l'activité, il faut faire du chiffre, il faut rentabiliser du soin technique à flux tendu. Voilà. Hein, donc on fait suer le burnou, on fait du productivisme, etc. Donc effectivement, tout ce qui ne relève, par exemple, tout ce qui relève de la santé publique, de la prévention, mais aussi du relationnel, est évidemment exclu de ce mode de financement. Donc c'est inhumain pour les patients, c'est inhumain pour les soignants. Dégradation des conditions de travail. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où j'observe ça dans les hôpitaux à Paris. Je suppose que la PHM, ça doit être pareil ou pire. Bon, effectivement, une souffrance au travail avec une montée de l'absentéisme, 10% d'absentéisme dans les grands CHU maintenant, à Lille, etc. Montée en puissance du turnover, etc. Des maladies professionnelles, etc. Bon, avec quelque chose en plus d'anthropique, hein, puisque quand les équipes travaillent à flux tendu et qu'elles sont calculées au plus juste, dès lors qu'un soignant vient à manquer, et c'est la désorganisation complète qui fait que, évidemment, ça va précipiter le burn-out ou la souffrance au travail des autres qui vont se mettre en arrêt maladie, etc. Donc il faut en finir avec cette logique mortifère d'un hôpital inhumain et qui ne devient plus attractif. Alors ça, c'est notre stratégie, je vous vends la mèche. C'est-à-dire comment on va assécher les cliniques. Alors il y en a qui disent on va interdire les cliniques, on ne peut pas trop parce qu'il y a la liberté du commerce quand même. Ce qu'on peut faire par contre, c'est rendre l'hôpital attractif pour ses soignants. C'est-à-dire si les gens ont les conditions financières, humaines et matérielles de travailler, eh bien vous verrez qu'ils viendront, ils arrêteront de fuir vers la clinique pour l'argent, ils reviendront peut-être même à l'hôpital. Donc on a proposé évidemment de remettre en cause les modes de financement à la tarification à l'activité, de recruter massivement des soignants. Bon, on pourra en revenir tout au long de la soirée. Mais l'idée, c'est de restaurer le service public hospitalier et le restaurer non seulement matériellement et financièrement, mais symboliquement aussi. En finir avec le dénigrement systématique de l'hôpital public et plus généralement des services publics, parce que quelque chose, moi qui suis politiste de formation, j'ai été frappé, on m'a interrogé, des journalistes m'ont interrogé sur la montée du vote FN parmi les soignants. Hein, on pense quand même que normalement les soignants devraient être, je dirais, immunisés par la vocation, par leur métier, l'altruisme, le don, etc., devraient être immunisés contre le vote FN. Et pourtant, il y a une étude du CEVIPOF, de Sciences Po Paris, qui a montré qu'il y avait une recrudescence du vote FN chez les aides-soignantes, chez les infirmières, etc. Et donc, il me semble que la fabrique à vote FN à l'hôpital, c'est la même qu'ailleurs. C'est-à-dire, c'est le ressentiment. C'est le sentiment de ne pas être reconnu matériellement, financièrement, payé correctement, mais aussi pas reconnu symboliquement, c'est-à-dire d'avoir la fierté du travail que l'on fait. Et le ressentiment est le meilleur carburant du vote FN. Donc je dirais, c'est la traduction politique de la crise hospitalière. Ensuite, j'en finis rapidement, j'ai peut-être encore 2 minutes. Bon, le pôle public du médicament. On a créé un pôle public du médicament, et c'est 3 pieds. Le pôle public du médicament, c'est d'abord en finir avec la dépendance vis-à-vis de la recherche menée par les labos pharmaceutiques.
c'est-à-dire le renforcement de la recherche publique. Moi, je suis au CNRS, hein, tu es à l'INRA, je veux dire, l'INSERM, le CNRS et toutes les institutions publiques de la recherche ont été mises à mal depuis 15 ans. Et en quelque sorte, cette mise à mal de la recherche publique fait dépendre notre progrès sanitaire de plus en plus de la recherche mue par le profit de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de redonner une ambition, et pas seule, je dirais une ambition intellectuelle et humaine et financière à la recherche publique. C'est ensuite une évaluation indépendante du médicament, c'est-à-dire en finir avec les conflits d'intérêts. Vaste débat. Bon, vous avez vu que notre nouvelle ministre de la Santé a dit que finalement un expert qui n'avait pas de conflit d'intérêts, c'est un mauvais expert. Voilà ce qu'a dit Madame Agnès Buzyn. Donc là, bientôt, c'est même la reconnaissance, si vous voulez, que plus vous êtes trempé dans les conflits d'intérêts, mieux c'est. Bon, c'est original, bon, pourquoi pas. Et puis, surtout, troisième pilier, donc la recherche, l'évaluation indépendante et que la collectivité publique se dote de ses propres moyens de production de médicaments. Voilà, et ça, c'est possible pour ne plus dépendre des seuls labos pharmaceutiques et notamment des médicaments génériques, parce qu'on observe des choses un peu curieuses dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que quand une molécule princeps tombe dans le domaine public, son brevet tombe dans le domaine public, vous voyez, le labo arrête de produire, crée une pénurie. Notamment, on voit ça dans le domaine de la cancérologie, et vous voyez réapparaître le médicament plus cher 2 ans après. Bon. On pourrait aussi discuter sur les innovations, parce qu'il y a un vrai souci là, je tiens à attirer votre attention sur l'explosion du coût de l'innovation médicale, et notamment, je pense, des anticancéreux, dans les thérapies ciblées, qui sont en train de faire sauter la banque. Donc là, plutôt que de faire une Europe de la guerre, enfin une Europe de la défense, si on faisait une Europe du médicament, c'est-à-dire si les pays européens se solidarisaient entre eux, en gros que les sécus européennes se solidariser et présenter un front unique et uni face à l'industrie pharmaceutique, on pourrait obtenir en quelque sorte la fin de ce racket des finances publiques et de la solidarité publique par les profits de l'industrie pharmaceutique. C'est quand même un peu plus motivant qu'une Europe punitive comme on a actuellement, ou une Europe belliqueuse comme on va l'avoir bientôt. Et puis, enfin, dernier pilier, hein, vous savez que dans l'avenir en commun, le cœur, c'est... et vous voyez que tout, vraiment, dans l'avenir en commun se décline dans la santé, c'est... il y a l'idée de passer à une 6e République, à une révolution citoyenne. Eh bien, nous, on plaide aussi pour une révolution citoyenne en santé, c'est-à-dire de réinventer la démocratie sociale, et je dirais une démocratie sanitaire, parce que notre système de santé, vous savez, ça marche de pair, ça. Hein, c'est-à-dire que quand vous voulez faire des politiques de mise à mal ou de mise à mal du système public de santé, souvent ça va de pair avec un autoritarisme. Et ce que vous observez depuis 20 ans, c'est des systèmes des processus de décision qui sont de plus en plus technocratiques, c'est-à-dire monopolisés par des hauts fonctionnaires non élus, et autoritaires et verticaux. Voilà. Et donc, en quelque sorte, l'austérité va de pair avec l'autoritarisme, et à l'inverse, le progrès sanitaire va de pair avec la démocratie sanitaire. Et donc, on se propose effectivement de réinventer. Alors, on a fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a inventé quelque chose d'abord qui part du bas, hein, c'est-à-dire des échelons territoriaux, parce qu'on pense qu'une politique de santé, ça se définit d'abord à l'échelon territorial, et de mettre autour de la table, pas seulement comme dans la démocratie sociale d'après-guerre, les partenaires sociaux, les représentants des salariés, les représentants du patronat, parce que je pourrais vous expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, je dirais que la sécurité sociale d'aujourd'hui, c'est plus la sécurité sociale de 45. Hein. Je rappelle qu'en 45, qu'est-ce qu'elle faisait, la Sécu? Il y avait très peu de médicaments. Hein. Donc elle versait surtout des indemnités journalières. Donc raison pour laquelle les partenaires sociaux étaient au cœur du système. Aujourd'hui, le vrai défi de notre système, ce sont les maladies chroniques. J'ai écrit un bouquin avec André Grimaldi et Didier Tabuteau là-dessus récemment, Yves Calier. C'est le vrai défi, c'est-à-dire les diabètes, les cancers, donc voilà, etc. Bon. Et ça oblige à repenser complètement, non seulement nos politiques de santé, mais ça oblige aussi à repenser, je dirais, la façon dont on... alors j'aime pas le mot gouvernance, mais dont on démocratise en tout cas le système de santé, c'est-à-dire de mettre autour de la table toutes les parties prenantes des politiques de santé, c'est-à-dire évidemment les partenaires sociaux, mais aussi des citoyens tirés au sort, des
représentants des associations de malades et d'usagers, des représentants du mouvement mutualiste, des collectivités territoriales, etc. C'est-à-dire, en quelque sorte, de garder l'objectif des 45 d'une démocratie, mais d'une démocratie, je dirais, élargie à toutes les parties prenantes du système de santé. Voilà, j'en finis là peut-être, et puis on verra pour les questions.